Pour terminer ce chapitre 5 sur les arbres, je vais vous présenter brièvement comment la STL met en œuvre les différentes opérations de la théorie des ensembles, donc l'union, l'inclusion, la différence, etc. Et ce sera l'occasion de vous présenter le dernier type d'itérateur qui est disponible dans la STL et dont nous n'avons pas encore parlé, ce sont les itérateurs de sortie. Alors, les opérations ensemblistes de la STL, elles sont toutes regroupées dans la librairie algorithme. Si vous regardez la documentation de la librairie algorithme, vous avez tout un paragraphe qui est consacré aux opérations de fusion. Alors ce sont des opérations qui fonctionnent sur des plages de données qui sont triées. Alors il y en a deux qu'on connaît déjà parce qu'elles servent aux trifusions. C'est merge et in-place merge qui permettent de fusionner au sens du trifusion deux plages de données séparées ou bien deux plages qui se suivent dans le cas de in-place merge. Celles qui nous intéressent aujourd'hui, ce sont les 5 suivantes. Donc l'inclusion, qui est l'inclusion ensembliste, l'union, l'intersection, la différence et la différence symétrique. Ce sont les 5 opérations ensemblistes dont nous vous avons parlé dans la vidéo sur les ensembles. Alors, toutes ces opérations, elles ont le même interface qui est le suivant. Donc, en entrée, on a deux plages d'éléments, de first 1 à last 1 et de first 2 à last 2, dont on demande explicitement qu'elles soient triées par ordre croissant. En tout cas, pas par le critère qu'on utilise. En sortie, elles écrivent dans un itérateur qui résulte, et elles avancent, elles font plus, elles écrivent, elles font plus, elles écrivent, etc. Et à la fin, elles retournent un itérateur, et cet itérateur, c'est le suivant du dernier qui a été inscrit. Donc c'est systématiquement ce qu'elles font, c'est qu'elles écrivent dans result, puis elles incrémentent, elles écrivent dans result, elles incrémentent, et à la fin, elles renvoient donc cette version qui a été incrémentée après avoir écrit. Alors, prenons deux exemples, l'union et l'intersection, puisque c'est ceux que nous avons vus au niveau des arbres binaires de recherche. Alors, comment fonctionne cette union? Eh bien, c'est une boucle qui va tourner en boucle jusqu'à ce qu'elle sorte depuis l'intérieur. Alors, il y a d'abord les deux cas de sortie. Hein. C'est si on est arrivé à la fin d'une des deux séquences d'éléments, alors on copie simplement l'autre et on retourne le résultat de cette copie. Le résultat de cette copie, c'est le premier itérateur, c'est result après avoir été incrémenté. Et puis on a le cas général de notre itération, le cas de la boucle quand on n'en sort pas, qui consiste à comparer le plus petit élément à droite et à gauche, enfin dans first 1 et dans first 2. Si first 1 est plus petit, alors on va copier first 1 dans result et incrémenter first 1. Si first 2 est plus petit, on copie first 2 dans result et on incrémente first 2. Et puis sinon, donc, quand ils sont égaux, on copie une seule fois l'élément dans result et on incrémente les deux. C'est cette ligne-là qui est différente de la fusion du trifusion. Dans le cas du trifusion, s'ils étaient égaux, on copiait de first 1, et puis on avançait first 1, mais on ne touchait pas à first 2, et donc on copiait une deuxième fois first 2 après. Dans tous les cas, on avance d'un élément dans result. Donc voilà. C'est un code qui ressemble vraiment beaucoup à celui du trifusion. L'intersection est encore plus simple. La boucle est un petit peu différente, puisque là on boucle jusqu'à ce qu'on ait vidé un des deux, et là on peut sortir directement, on n'a pas besoin de faire une copie supplémentaire, puisque quand on a fini de vider une des deux listes d'éléments, mais forcément il n'y en a plus aucun qui est commune à l'autre. Donc si first 1 est plus petit que first 2, ça veut dire que l'élément de first 1 n'est pas dans first 2, et donc on incrémente first 1 sans écrire dans result, puisqu'on fait une intersection. De même si first 2 est plus petit que first 1. Et puis c'est seulement dans le cas où first 1 est égal à first 2 qu'on a un élément commun aux deux, et donc on va écrire dans result, et qu'on va incrémenter result. À la fin, on renvoie évidemment ce result. Alors, si on veut utiliser ces fonctions, cette union, cette intersection, cette différence, etc.,
euh, se pose la question de qu'est-ce qu'on doit donner en entrée. Alors, on doit donner une plage d'éléments qui sont triés. Alors, cette plage d'éléments, ben, le plus simple et le plus naturel, évidemment, c'est de l'avoir stocké dans un standard set, parce qu'un standard set garde ces éléments triés en permanence. Et donc, si vous passez de set begin à set end, eh bien, ça fonctionnera très bien. Mais vous n'êtes pas obligé de vous limiter à un standard set. Vous pouvez très bien faire des opérations ensemblistes sur d'autres types d'éléments, du moment qu'ils soient triés. Par exemple, vous pouvez décider d'utiliser standard list. Et dans ce cas-là, ben, avant de l'utiliser, éventuellement, il va falloir la trier avec la fonction sort et vous assurer qu'il n'y a pas de doublon avec la fonction unique. Mais si vous faites ces deux choses, ça marchera très bien. De même, vous pouvez le faire avec forward list, juste pareil, en appelant sort et unique. Et éventuellement, vous pouvez même le faire avec un standard vector. C'est sans doute ce qui est le plus efficace en termes de performance brute, en termes de vitesse. Vector est souvent plus efficace que forward list, list ou set. Et dans ce cas-là, mais vous devez utiliser la fonction sort de l'algorithme, suivie de la fonction unique de l'algorithme. Et comme unique risque de baisser le nombre d'éléments, eh bien vous utilisez l'itérateur qui vous envoie en retour pour effacer ce que vous aviez en trop. Mais ça fonctionnera tout aussi bien. Donc dans tous les cas, vous avez exactement le même résultat. Ça fonctionne très bien. Alors, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait en sortie? En sortie, on doit fournir un itérateur dans lequel il va écrire. Donc, il va écrire, incrémenter, écrire, incrémenter, écrire, incrémenter, etc. Alors, jusqu'à présent, la seule solution que vous avez vue pour faire cela, quand vous l'avez vu en infra, je pense, ça consiste à utiliser un standard vector, allouer trop de place et effacer l'excédent après. Donc, si on veut faire par exemple l'union de l'ensemble E1 et de l'ensemble E2, eh bien, on va créer un vecteur, un U, qui a comme taille la somme des deux. Comme ça, on est sûr d'avoir suffisamment d'espace. Puis ensuite, on va appeler cette union en passant UBegin comme itérateur dans lequel il va falloir écrire. Éventuellement, il va écrire moins que E-size plus, que E1-size plus E2-size, puisque chaque fois qu'il y a des éléments communs, il ne va l'écrire qu'une fois et pas deux. Donc last U ne sera peut-être pas UN, ça peut être un peu plus tôt. Et donc à la fin, il va falloir effacer tout ce qu'il y a entre last U et UN. Donc ça, c'est l'approche que vous connaissez, mais c'est un petit peu ennuyeux parce que ça, on peut le faire avec des vecteurs, mais on ne peut pas le faire avec des listes, on ne peut pas le faire avec des forward lists, on ne peut pas vraiment le faire avec des sets. C'est vraiment pas très pratique. Alors si on veut le faire avec ces autres conteneurs, il va falloir appeler ce qu'on appelle des itérateurs de sortie. Alors il y en a trois, back inserter, front inserter et inserter. Alors qu'est-ce qu'ils font ces trois itérateurs? Ben, essentiellement, ce sont des itérateurs qui conservent une référence au conteneur sur lequel ils itèrent. Alors ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Un itérateur sur un vecteur, il connaît juste l'adresse de l'élément sur lequel il travaille, mais il ne connaît pas le vecteur ou le array ou le deck sur lequel il est en train de travailler. De même, un itérateur sur une liste, il connaît le maillon de la liste sur laquelle il est, mais il ne connaît pas la liste. Et la preuve, c'est que si vous faites un splice d'une liste à l'autre, vos itérateurs restent valides, ils sont toujours sur un maillon, ils peuvent continuer d'itérer, mais dans l'autre liste, ce n'est pas un problème. De même, un itérateur sur un standard set, il a juste un lien sur le nœud de l'arbre binaire de recherche et il ne connaît pas tout l'arbre au complet. Mais les back inserter, front inserter, inserter, eux, ils gardent vraiment une référence au conteneur sur lequel ils itèrent. Et quand vous écrivez dans un back inserter, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il appelle pushback du conteneur. Quand vous écrivez dans un front inserter, il va appeler push front à son conteneur. Et quand vous écrivez dans un inserter, il va appeler insert en lui passant évidemment le paramètre nécessaire qui est passé en plus. Alors donc, si on regarde le tableau classique qui définit les différents itérateurs, alors évidemment, il est constructible par copie assignable destructible comme tous, mais ce qui est assez différent des autres, c'est la manière dont il est déréférençable à gauche. Donc, on peut écrire étoile A égale T. En fait, il est déréférençable seulement à gauche d'une affectation et seulement une seule fois entre deux incrémentations. Donc,
quand vous avez écrit étoile A égale T, vous devez faire un plus plus derrière avant de réécrire un étoile A égale T. Sinon, c'est pas valide. Et à chaque fois, ce qu'il fait, c'est qu'il fait soit pushback, soit push front, soit insert. Alors, regardons à quoi ça ressemble de les utiliser. Eh bien, c'est vraiment très facile. Si vous travaillez avec une standard list, alors ça marcherait aussi avec un vecteur ou un deck, n'importe quel conteneur qui définit pushback fonctionnerait. Mais non, vous pouvez utiliser la fonction setIntersection. Alors vous passez les deux ensembles d'entrées E1 et E2 qui peuvent être de n'importe quel type, hein, ça n'a pas d'importance. Mais en sortie, vous lui dites simplement que vous allez l'écrire dans l'itérateur backinserter de i. Et backinserter de i, ce qu'il va faire, c'est que chaque fois que vous allez écrire dedans, il va faire pushback dans votre liste i. Si vous voulez utiliser une forward list, vous pouvez évidemment pas utiliser backinserter puisqu'il n'y a pas pushback sur les forward lists. Mais vous pouvez utiliser front inserter qui appellera push front sur votre liste. Le seul problème, c'est que si vous rentrez les valeurs par l'avant, par le début, vous allez les rentrer à l'envers, comme dans une pile. Et donc, si vous voulez pouvoir réutiliser le résultat comme un ensemble qui doit être trié par votre croissant, eh bien, il va falloir l'inverser. Mais ça tombe bien parce que Forward List fournit une méthode reverse qui inverse la liste du début à la fin. Finalement, si vous voulez utiliser un standard set, ce qui est assez naturel pour faire des ensembles, alors ici, j'ai utilisé la fonction set des symétriques différentes, mais elles ont toutes la même interface, donc ça n'a pas d'importance. Dans ce cas-là, vous allez devoir utiliser le standard inserter, parce que standard set définit comme seule méthode pour insérer la fonction insert. Et le standard inserter, il a deux paramètres. Le premier, c'est le conteneur sur lequel on va insérer. Et le deuxième, c'est un itérateur. Alors ici, l'itérateur, en l'occurrence, qu'on donne, c'est l'itérateur de fin de notre set. Donc c'est un lien vers le nœud final de notre set. Et donc on va toujours insérer devant ce nœud final. Et insérer devant ce nœud final, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et qui sera assez efficace. Voilà. Ça conclut ce chapitre 5. J'espère qu'il vous a plu.